On a longtemps pensé que c'était un atome stable, c'est-à-dire que son noyau ne se désintégrait pas. Mais en 2003, l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay a démontré que la demi-vie du bismuth 209, 19 trillions d'années, soit plus d'1 milliard de fois l'âge de l'univers. À peu de choses près, c'est cet élément qui marque le passage des éléments stables aux éléments radioactifs. Mais le truc le plus cool avec cet élément, c'est les cristaux qu'il forme par oxydation de la couche supérieure, donnant ces effets de réfraction lumineuse qui lui donnent ce look de minerai rare à farmer dans un RPG. Il a cependant deux autres particularités notables. Il peut fondre à une température inférieure à sa température de congélation, ce qui est quand même assez exceptionnel, il faut l'avouer, et il est diamagnétique, ce qui lui permet de léviter au-dessus d'un champ magnétique. Le bismuth est très mauvais conducteur thermique, il ne devrait donc pas pouvoir être supraconducteur ou alors à des très basses températures. Et pourtant, il devient supraconducteur à une température bien moins basse que prévu. Peut-être là une nouvelle perspective pour des trains lévitants ou des transports supraconducteurs. Numéro 81, le thallium. Le thallium est un métal pauvre, comme moi. C'est un métal très tendre qui peut carrément se couper en tranches avec un couteau. Comme tous les métaux lourds tels que le plomb, il est extrêmement toxique et a servi à plusieurs reprises à se débarrasser d'ennemis politiques ou d'abonnés qui mettent des pouces rouges. On peut citer Félix Roland Moumier et Boumedienne, deux grandes figures politiques d'Afrique et du Maghreb pour ne citer que les plus connus. C'est l'un des éléments les plus toxiques de ce classement et même de tout le tableau périodique. Même si certains éléments sont plus dangereux car plus radioactifs, comme le polonium 210 dont on avait parlé dans une précédente vidéo, aucun élément n'atteint l'extrême toxicité du thallium pur. Il est neurotoxique à de toutes petites doses. Un pauvre gramme suffirait à t'enlever à ta pauvre vie. Cet atome est très facilement assimilable par tous les organismes vivants, ce qui explique sa grande dangerosité. Les sels de thallium notamment étaient beaucoup utilisés pour faire de la morora, surtout dans les années 50. Mais bon, je vous rappelle que dans les années 50, on faisait des jeux pour gamins avec des barres d'uranium. On s'en foutait un peu de la dangerosité des produits. Aujourd'hui, les sels de thallium font surtout partie des poisons les plus redoutables. Inodores, incolore et fatal à très petite dose. Seul moyen d'y faire face, le bleu de Prusse, un pigment, permet d'absorber le thallium et constitue la seule parade à la mort en cas d'ingestion. Et en bonus, vous ferez bleu. Numéro 2. L'hélium. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est vrai ça, à côté des éléments de niche qu'on vient de voir, il fait pas un peu tâche notre hélium? Vous en faites pas, je vous garantis qu'il a sa place méritée dans cette vidéo. Alors, vous connaissez sûrement l'hélium pour une raison. Ça. J'avoue, c'est plutôt marrant. Si vous vouliez savoir, le son se déplace plus vite dans l'hélium que dans l'air, ce qui fait que la fréquence du son émis augmente dans la cavité de l'appareil phonatoire. Et du coup, la voix devient plus aiguë. Mais c'est loin d'être la seule propriété cool de l'hélium. Par exemple, dans des conditions de pression normale, l'hélium est le seul élément du tableau périodique à ne pas exister à l'état solide, même au zéro absolu. Et là, pour le coup, ça nous pose une sacrée colle. Pour simplifier, on peut ramener la température d'un corps à l'agitation des particules qui le composent, ce qui influe sur son état. Et le zéro absolu, soit la température la plus basse que l'on puisse possiblement atteindre, désigne l'immobilité totale des particules. Du coup, tout est figé et donc techniquement solide. Oui, mais pas l'hélium, et ce pour des raisons quantiques. Le seul moyen de l'obtenir, ce serait d'augmenter la pression. L'hélium en lui-même est parfaitement inoffensif, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais il peut devenir dangereux s'il remplace trop le dioxygène, causant alors ce qu'on appelle une anoxie. Du fait de sa très basse température, l'hélium dans sa phase liquide sert beaucoup en cryogénie. Pour refroidir les spectroscopes, il peut même provoquer de très graves brûlures par le froid. Et ouais les gars, l'hélium est bien plus classe que sa réputation enfantine le laisse à penser. Numéro 31. Le gallium. Ce métal d'une belle couleur argentée est surtout connu pour avoir une température de fusion très basse, 29,76 degrés Celsius. Une température de fusion qui lui permet de fondre dans le creux de la main sans danger. C'est un métal très chouette qui en plus est relativement peu toxique comparé aux autres métaux pauvres du tableau périodique. Dans certaines universités de chimie, il est arrivé que l'on un élève en lui donnant des couverts en gallium qui fondent dès qu'il les prend en main. D'ailleurs, son nom, gallium, a été donné en l'honneur de la France, car son découvreur, Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, est un camarade mangeur d'escargots. C'est d'ailleurs également pour cette raison que les Allemands nommeront le germanium ainsi, parce que ces gros gamins ne pouvaient pas supporter qu'on ait notre élément à nous et pas eux. Numéro 94, le plutonium. Cet élément chimique est très connu du grand public pour deux principales raisons. D'abord, c'est un déchet des centrales nucléaires qui fonctionnent à l'uranium. Et d'ailleurs le déchet qui cause le plus de controverses quant à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Mais cet élément est surtout tristement célèbre pour une raison. Il est le composant du cœur de la bombe Fat Man, qui explosa sur la ville de Nagasaki le 9 août 1945, balayant de la surface de la Terre près de 80 000 personnes,
pour la très grande majorité innocente. La bombe avait un cœur enrichi en plutonium-239, un isotope du plutonium dont la demi-vie est de 24 000 ans, condamnant les terres de Nagasaki à rester contaminées pour des milliers d'années encore. Les bombes atomiques au plutonium utilisent le principe de la réaction en chaîne. On bombarde un atome de plutonium qui, lors de sa fission, libère une très grande énergie, puis les particules de l'atome qui vient de se briser vont elles-mêmes briser d'autres atomes, etc., etc. On estime l'énergie libérée par la bombe entre 21 et 23 kilotonnes, soit l'équivalent de 23 000 kg de TNT. Je sais qu'à entendre tout cela, vous pourriez perdre toute foi envers le plutonium et le considérer à tout jamais comme un déchet ou un instrument de mort dévastateur. Même s'il est problématique, le plutonium reste valorisable. Par exemple, le plutonium-238 a servi à créer des générateurs thermoélectriques utilisables dans l'espace. Et personnellement, j'ai bon espoir qu'un jour nous pourrons utiliser le plutonium non pas comme l'instrument de notre déclin, mais comme l'outil de notre progrès. Numéro 87, le francium. J'aimerais vous dire beaucoup de choses sur cet élément, mais hélas, j'en suis relativement incapable. Le francium est un élément d'une extrême rareté, ce parce que même son isotope le plus stable n'a une demi-vie que de 22 minutes. Autant dire que si tu dois étudier du francium, t'as intérêt de te grouiller le cul parce qu'il fait que passer. Quantum, on a reçu du francium au labo. Nani? Il fait partie de la famille des métaux alcalins, métaux qui sont notamment connus pour provoquer une puissante réaction explosive lorsqu'ils sont au contact de l'eau. C'est notamment le cas du sodium, qui n'est pas juste un composant du sel de table, mais bel et bien un métal puissant et explosif. Mais le francium, lui, est le plus gros élément alcalin. On serait donc en droit de supposer que sa réaction avec l'eau doit être monstrueuse. Mais hélas, sa demi-vie ridiculement courte et sa présence trop faible sur Terre ne nous permettent pas vraiment de l'étudier, et on n'a à ce jour trouvé aucune application pratique de cet élément. Numéro 16. Le soufre. En voilà un nom qui donne envie de s'y intéresser. Celui-ci, comme l'hélium, est assez connu du grand public, mais ses propriétés le sont beaucoup moins. Cet élément est responsable de toutes les mauvaises odeurs. L'œuf qui pourrit ou le produit du putois sont dus au moins en partie à la présence de soufre. Le soufre est capable de se lier avec tous les éléments chimiques. Par exemple, avec de l'hydrogène, on obtient du sulfure d'hydrogène, qui pue. Avec de l'oxygène, ça fait du dioxyde de soufre, qui pue aussi d'ailleurs. Et même le composé réputé le plus puant du monde, le thioacétone, doit son odeur infernale dont on peut sentir une goutte à un demi-kilomètre au soufre. Et cela est dû à notre organisme, vu que dans notre nez, les récepteurs olfactifs sont particulièrement efficaces pour détecter le soufre, et ce pour nous alerter d'un danger. En effet, le soufre est souvent un indicateur d'un produit néfaste pour nous. Ainsi, nous savons que les œufs pourris ne doivent pas être mangés, et que le dioxyde de soufre brûle la gorge et les poumons. Ce composé, à la base jaune, brille en bleu lorsqu'il est brûlé, et lorsqu'il fond, il ressemble à de la sève d'arbre. Malgré son odeur horrible, il a beaucoup d'utilisations. On en fait des allumettes, des insecticides, des laxatifs, des explosifs, et surtout le fameux acide sulfurique, nécessaire à la réalisation de beaucoup d'autres réactions chimiques. Numéro 118. L'uninoctium. Pour finir en beauté, quoi de plus logique que de parler du dernier élément connu du tableau périodique des éléments. Il a été découvert en 2002 et n'a jamais été observé dans la nature. Il est tellement instable qu'on a dû le produire plusieurs fois d'affilée pour bien confirmer son existence. Et ce pour une raison assez simple, cet atome a une demi-vie de 890 microsecondes. À ce jour, il définit la limite des noyaux cohérents observables. Mais cette limite peut et va peut-être être repoussée dans le futur. Et bien qu'aucun composé n'ait jamais été synthétisé avec cet atome, certains scientifiques spéculent activement sur les propriétés de cet atome pour le moment complètement mystérieux.